entend par pertinence, de où ça vient. Deuxième point, comment l'appliquer et quel est son intérêt en santé. Comment c'est organisé en France, parce que c'est relativement bien structuré, cette notion de pertinence et cette recherche de la pertinence par les structures gouvernementales, que ce soit à la fois ministérielles, régionales. Il y a des structures qui sont chargées de mettre en place cette notion de pertinence. Et puis ensuite, quelques notions pratiques pour vous montrer que c'est quand même pas très compliqué de mettre en place des actions de pertinence. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour essayer d'y répondre si possible, ou à nous contacter secondairement. Alors, concept et enjeu, la pertinence des soins. Donc la pertinence des soins, ça correspond à l'adéquation des soins, actes diagnostiques, préventifs et thérapeutiques, ou des hospitalisations aux besoins du patient. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça recouvre quand même un champ relativement important. L'analyse de la pertinence évalue la prescription ou l'utilisation appropriée des soins. C'est aussi, donc on a à la fois vers le patient, mais également l'analyse de l'utilisation appropriée des soins, des hospitalisations, et donc in fine de l'ensemble des finances qu'on met en place, notamment en France, pour la santé. Donc la pertinence, effectivement, elle a un lien, même si les soignants n'aiment pas trop entendre ça, un lien financier oui. Désolé, je cherchais à remettre mon micro. Moi, je travaille en réalisation chirurgicale de l'histoire cardiaque à Lille. Améliorer la pertinence des soins et des hospitalisations permet de renforcer la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge des patients. Historique de la pertinence. Alors l'historique de la pertinence commence dans les années 80, notamment en Californie. Bénéfice supérieur au risque et indépendant du coût. Donc on voit que là, il y a une dissociation finance et bénéfice-risque. Dans les années 90, notamment en Grande-Bretagne, on rajoute à cette notion de bénéfice-risque l'information et le choix du patient. Donc en 80, bénéfice-risque, le docteur décide lui-même de ce qui est bon pour le patient. En 90, on instaure cette notion d'un choix orienté du patient parmi toutes les possibilités thérapeutiques, préventives ou diagnostiques possibles. 2003, ordonnance du 4 septembre, on a un changement complet du mode de financement des structures de santé en France, l'arrivée de la T2A, et cette logique de planification des moyens qu'on connaissait sous le budget global qui est abandonnée au profit de la planification des besoins et donc d'une tarification à l'activité. Cette tarification à l'activité introduit ipso facto une notion de pertinence des soins parce que ce qui est pris par un type d'acte ne l'est pas disponible pour un autre. Donc on est vraiment dans cette évolution linéaire qui tend vers une notion de pertinence importante depuis les années 80 vers les années désormais 2020. Et une grosse évolution qu'on retrouve beaucoup, notamment dans l'esprit de la nouvelle certification, c'est l'évolution du patient et pour en faire un vrai acteur de sa pathologie, alors que dans les années 80, on avait un patient qui subissait à la fois sa pathologie et à la fois les propositions thérapeutiques qu'on lui proposait. Alors d'un point de vue médical ou soignant, la procédure est pertinente si le bénéfice attendu de cette procédure, gain d'espérance de vie, amélioration de la qualité de vie, soulagement de la douleur, réduction de l'anxiété, et qu'on ne parle même pas de guérison, on parle simplement de soins, dépasse les conséquences négatives attendues, morbidité, mortalité, anxiété, douleur, temps perdu, avec une marge suffisante. Ce qui manque dans cette définition médicale, c'est qu'on ne prend pas tellement en compte l'environnement du patient, notamment ses conditions de vie, qui peuvent impacter la prise de décision d'une thérapeutique et donc la pertinence d'une thérapeutique. Par exemple, on peut toujours se poser la question, je travaille en transplantation cardiaque,
de vouloir à tout prix transplanter un patient qui, psychiquement, ou de façon mentale, est incapable de prendre un traitement au long cours. Donc il y a une notion de pertinence, est-ce bien pertinent ou pas, avec toute une réflexion à avoir. C'est ça, la démarche de pertinence. L'objectif de la pertinence, c'est de respecter les 4 principes éthiques fondamentaux, la bienfaisance, être efficace et utile, la non-malfaisance, ne pas être iatrogène et inutile, garder l'autonomie des patients, information, décision partagée, et une justice sociale pour que sur l'ensemble du territoire français, tout le monde puisse bénéficier du même type de prise en charge, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des médecines à plusieurs vitesses. Donc ça, c'est relativement important, et la pertinence agit sur ces 4 éléments. Si on essaye d'avancer un peu plus dans la définition, un soin est qualifié de pertinent si ses symptômes, l'état physique, les résultats des tests diagnostiques indiquent que ce traitement doit bénéficier au patient, et ça doit être conforme aux données actuelles de la science. Donc on rajoute un autre élément. Vous voyez, pertinent, c'est pas que bénéfice-risque, c'est également environnement du patient. C'est également être le plus proche des données actuelles de la science, et depuis maintenant une vingtaine d'années, on est sur l'evidence-based medicine, on a un accès à un nombre de publications importantes, on a un accès à de nombreuses références, donc il est logique que l'ensemble du territoire français, des établissements de santé, des soignants, soient désormais au courant des données actuelles de la science et des recommandations, voire des références d'experts pour appliquer au mieux les traitements dont on dispose. Être utile, juste et accessible. Il doit être dispensé en adéquation avec les besoins du patient. Si un patient vous dit « moi, je n'ai pas besoin de ce traitement parce que je vais bien comme ça », pas logique de lui donner. Et dans ces besoins du patient, il faut incorporer évidemment l'environnement social, les capacités, ce qui est possible de lui proposer. Avoir un échange et une objectivité qui lui permettent de choisir. C'est-à-dire qu'on n'est plus directif, mais on permet aux patients de choisir. Et ça, c'est un point majeur pour les établissements qui vont passer leur certification, où clairement, dans les différentes méthodes, et notamment le patient traceur, il est clairement demandé aux patients, avez-vous eu une information et pu choisir ce traitement de votre plein gré, il ne vous a pas été imposé. Les bénéfices en termes de santé devraient dépasser les risques, ça c'est clairement aussi. Notion indirecte de coût, avec un impact positif indéniable. Bien entendu, les risques, on peut les maîtriser, mais on ne peut pas les contrôler complètement. Mais en tout cas, dans tous les cas, le risque doit être nettement inférieur aux bénéfices attendus. En pratique, si on essaye de le dire un peu rapidement, c'est la bonne intervention de santé au bon moment, au bon endroit pour le bon patient dans son environnement. Un bénéfice attendu supérieur au risque, bénéfice au sens large, pas que bénéfice sur le soin lui-même, et des dépenses à bon escient et équitables. Il n'est pas illogique de dire que certaines actions de pertinence ou pertinentes peuvent amener des dépenses supplémentaires. Mais un bon nombre d'autres actions de pertinence vont contrebalancer cet effet et amener à limiter des dépenses jugées inutiles ou à permettre une meilleure distribution du soin dans le territoire. Autre élément important, donc après la notion bénéfice-risque, la notion de volonté du patient, la notion d'environnement du patient, la notion scientifique. Comme on est dans une notion scientifique, la notion de pertinence évolue dans le temps. Et quelque chose qui peut être pertinent aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Si certains regardent les évolutions de l'antisepsie de la peau avant de poser un cathéter, vous verrez que les choses évoluent à nouveau et on reparle de alcool uniquement pour poser une voie veineuse, alors que on était passé il y a une dizaine d'années dans 4 temps avec un brossage avec un antiseptique moussant savon, puis une pause, puis une application d'un antiseptique
Et enfin la pose, là maintenant on est à simplement un nettoyage cutané, une désinfection alcoolique qu'on voit revenir. Donc il y a des évolutions qui se font dans le temps. Hein, mais c'est aussi un petit peu ce qui fait le sel de la médecine et du soin, hein, c'est que tout n'est pas figé et que des choses évoluent dans le temps. C'est pour ça que la notion de pertinence est une notion tout à fait évolutive. Le champ d'application de cette pertinence, il est immense. Il est immense dans le soin. Hein. On peut penser à la pertinence d'un soin lui-même, chirurgie de varices, on verra chirurgie césarienne pour accouchement. On peut voir la pertinence des prescriptions médicamenteuses ou aussi physiques, l'utilisation par exemple des bas de contention, les examens de biologie, pour voir un petit peu où en sont les examens de biologie, les examens de radiologie, la pertinence des actes, par exemple de prévention, des vaccins, on discutait largement avec la crise Covid, la prévention, les actes diagnostiques type TCR, faut-il faire une PCR, faut-il faire un antigène rapide, thérapeutique, on l'a vu aussi avec la crise Covid, quelle est la pertinence d'un accès en réa? Est-ce que tout le monde va en réa? Est-ce que on fait une sélection? On en a parlé avec un enjeu de pertinence et également on peut voir arriver dans cette notion de pertinence des enjeux d'éthique. On peut aussi voir ça au niveau des actes, mais on peut voir ça aussi dans la globalité. Notamment, on parle beaucoup de filières, de parcours. Et bien entendu, il peut y avoir une pertinence sur les parcours. Une pertinence de faire un parcours ambulatoire chez des personnes qui vont se retrouver tout seuls chez eux, incapables de gérer leurs douleurs, leurs médicaments. Voilà, ça peut se voir comme ça. Mais est-il aussi pertinent de garder à l'hôpital des patients pour lesquels on va juste quasiment à minima leur serrer la louche le matin et le soir à chaque visite sans leur prodiguer aucun soin particulier. Donc il y a voilà, aussi la pertinence peut s'analyser au niveau de la filière, au niveau du parcours, au niveau de l'hospitalisation nécessaire ou pas, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve au niveau de l'HAS qui vous donne une revue de pertinence des hospitalisations, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est pertinent, c'est quelle est la pertinence de la prise en charge médicale, de la prise en charge chirurgicale, infirmière, kinésithérapie, HAD, pas HAD, voilà, donc il y a plein d'éléments comme ça où cette notion de pertinence peut s'appliquer pour justement avoir une rationalisation des soins qui soit la plus optimale possible. Pareil aussi, faut-il mettre des perfusions à tout le monde? Faut-il mettre des sondes vésicales à tout le monde? Faut-il utiliser de l'oxygène? Et là, depuis quelques années, on se rend compte que au niveau de l'oxygène, on a un retour en arrière relativement important. Hein. Avant, tout patient qui avait une détresse, quelle qu'elle soit, on lui mettait de l'oxygène dans le nez. Maintenant, les prescriptions d'oxygène se font uniquement sur la saturation en oxygène du patient. Ce qui est évident, quelque part, encore fallait-il passer le pas. La pertinence des prestations annexes, et on va parler essentiellement des transports, hein, qui reste une pertinence importante, et chaque établissement a toujours son petit compte et sa position au niveau des transports prescrits par les soignants. Alors, vous allez me dire, pourquoi on est obligé d'avoir cette réflexion en termes de pertinence? Tout d'abord, parce qu'on a beaucoup de gestes qui sont faits de façon inutile, ce qu'on va appeler une surutilisation ou overuse, hein, qui entraîne des risques augmentés inutiles. C'est par exemple des scanners ou des IRM pour des gens qui ont des céphalées, sans aucun autre élément. Ça fait des risques augmentés sur le plan radio-induit, mais ça fait aussi des IRM qui ne sont pas disponibles pour des vrais diagnostics. Donc c'est pas qu'une pression simplement soignant, ou risque propre au patient, mais c'est également un risque économique, un risque de disponibilité. Vous pouvez avoir une sous-utilisation, et ça aussi, clairement, c'était ce qu'on a vu et qu'on commence à plus voir, notamment grâce à la mise en place des indicateurs
IFAS, dans le cadre des établissements pour l'infarctus, hein, où une étude, il y a une dizaine d'années, montrait que les patients qui avaient un infarctus, 60% n'avaient pas d'aspirine, n'avaient pas de bêta-bloquant, n'avaient pas le traitement de base de l'infarctus. Donc ça, c'est une sous-utilisation. Et la pertinence des soins, ben là, elle permet, quand on est pertinent sur la prise en charge d'un patient post-infarctus, elle permet de mettre en place les médicaments adéquats et de ne pas passer à côté d'un oubli de tel type de thérapeutique. Et puis, il y a aussi de la mauvaise utilisation. Par exemple, je cite toujours la radio de crâne. Quand j'ai débuté, moi, aux urgences, tout traumatisme crânien avait sa radio de crâne, qui ne montrait simplement la présence d'une fracture, mais sans savoir ce qui se passait en dessous, alors que le plus important, c'était de savoir ce qui se passait en dessous. Donc cette radio de crâne, elle a été supplantée maintenant par le scanner cérébral, sans aucun souci, mais en fait, grosso modo, c'était pas de l'overuse ni de la sous-utilisation, c'était simplement un examen qui n'apportait pas grand-chose pour la prise en charge du patient. Donc c'est une mauvaise utilisation, va-t-on dire. Alors, qu'est-ce qui va promouvoir, sous-tendre la pertinence en France? Alors en France, il y a des structures qui ont été mises en place pour justement soutenir cette notion de pertinence, la faire pénétrer à l'intérieur des établissements de santé, mais pas que les établissements de santé, le soin en ville également. Hein, et donc on va les passer en revue pour qu'on comprenne un petit peu l'environnement dans lequel on travaille. Donc vous avez un comité de pilotage national, vous avez un étage régional, les établissements par la certification et le CAQES, et puis des spécialités par les recommandations, le développement du DPC qui est maintenant supplanté par ce qu'on appelle la certification des médecins, et aussi toutes les techniques d'accréditation des médecins. Donc le comité national, il est composé de 4 grandes branches principales. On y retrouve forcément l'ATIH, hein, qui est le réservoir de données médico-économiques des établissements de santé, qui permet de pouvoir sortir les données sur le nombre d'actes de tel type qui sont réalisés. Vous avez la Haute Autorité de Santé qui, elle, est garante des bonnes indications des différents traitements qu'on peut utiliser et des produit les outils nécessaires pour pouvoir justement avancer sur ces domaines-là. Vous avez la Caisse nationale d'assurance maladie qui, elle, est l'organisme payeur, et il est logique que l'organisme payeur ait également son droit parce qu'il peut y avoir des choix à faire, notamment sur les axes de pertinence qu'on va mettre en place. Hein, et elle accompagne les professionnels hospitaliers libéraux. Accompagnement est un terme gentil avec des indicateurs de ciblage. Les professionnels de santé libéraux vous diront plus que c'est plus qu'un accompagnement, hein, c'est vraiment une imposition avec des indicateurs qui leur arrivent régulièrement. Enfin, vous avez un groupe technique national qui permet de faire un comité, un petit peu un comité de sages qui va permettre de valider un petit peu l'ensemble des axes de pertinence définis, d'orienter cette politique et puis éventuellement de le décliner en région, notamment vis-à-vis des ARS. Donc ça, c'est le comité national qui va décider un petit peu de la politique de pertinence qui va être mise en place. Donc pour ceux qui souhaitent, le PowerPoint sera disponible et vous pouvez retrouver ces stratégies nationales dans les différents liens qui sont ici cités. Alors, un petit arrêt pour vous présenter les travaux les plus récents, même s'ils datent d'il y a 5 à 6 ans. Donc je vais reprendre la main pour changer le partage d'écran. Voilà, vous avez à l'écran là un atlas des variations de pratiques médicales qui date de 2016.
et qui va vous donner un petit peu la façon, ce qui a un petit peu sous-tendu tout ce travail de pertinence. Cet atlas passe en revue un certain nombre d'interventions, d'actes thérapeutiques. Donc on va y aller un petit peu plus vite, s'il veut bien descendre. Voilà, les interventions qui sont regardées, c'est la chirurgie de la fracture de hanche, l'amidalectomie, l'ablation, l'appendicectomie, la césarienne, la bariatrie. Et cet atlas s'est amusé à regarder le taux de ces interventions en fonction des régions et des départements. Donc si par exemple on prend voilà, on va y aller, la fracture de hanche. Alors, la fracture de hanche, là, c'est quelque chose, ça arrive ou ça n'arrive pas, mais ça permet de donner des indications sur finalement les endroits où on a le plus de fractures de hanche en France. Et vous voyez que pour 100 000 habitants, le Haut-Rhin, le Vaucluse, la Corse du Nord sont des zones où on a un taux de fracture de hanche relativement important. Alors ça permet de mettre en place des actions éventuellement de pertinence pour prévenir ces fractures de hanche, essayer de trouver des facteurs. Peut-être que la population est plus âgée, peut-être plus ostéoporotique, peut-être moins au fait des risques et des facteurs de risque qui peuvent entraîner des fractures de hanche. Et puis vous voyez que d'autres départements, hein, ici au niveau du centre de la France ou du centre-ouest, des départements où le taux de fracture de hanche est relativement faible. Donc là, à nouveau, ce sont des chiffres qu'il faut interpréter et analyser en fonction du taux de personnes âgées à l'intérieur de ces départements et également du niveau social ou du niveau d'ostéoporose dans ces différents départements. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir ce type d'atlas. Alors, au niveau pertinence, on a des choses plus intéressantes au niveau pertinence parce que, par exemple, l'amidalectomie, hein, moi, j'ai pas eu le choix à 3 ans. On a dit, écoute, les végétations, les amygdales, ça s'enlève. Et donc, à l'âge de 3-4 ans, on m'a tout enlevé sans que j'ai probablement d'indication à les enlever. Maintenant, l'amidalectomie, les indications sont bien posées. Hein, c'est soit angine à répétition avec phlegmon, soit trouble du sommeil et ronflement chez les jeunes adultes, voire les jeunes adolescents, les jeunes enfants. Donc ces indications d'amidalectomie sont très très bien connues maintenant, et pour autant, on voit que l'amidalectomie, en fonction des différents départements, est pas du tout répartie de la même façon, avec quand même un taux qui peut passer de 28 à 141 en fonction du département. Alors, on peut accepter une variation du double, mais une variation quasiment multipliée par 4 d'un taux d'amidalectomie par rapport à un autre département, ça pose quand même des questions sur le bon suivi des bonnes raisons de faire des amidalectomies. Donc on voit bien sûr que le Nord reste un département où on enlève très vite les amygdales. Je ne pense pas qu'au Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais, le temps soit beaucoup différent pour avoir comme ça une différence importante de quasiment du double. Pareil dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Pareil dans les pays du centre-ouest, où le climat ne doit pas être tout à fait le même que le climat du nord Pas-de-Calais, mais on retrouve le même taux d'amidalectomie, pareil dans la région Pyrénées-Atlantiques. Donc ces atlas permettent de cibler des actions qui vont être des actions régionales. Il n'est pas nécessaire de travailler sur l'amidalectomie, par exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, la région Hauts-de-France, il y a peut-être un intérêt, la région Centre-Ouest, la région Aquitaine, peut-être un intérêt à faire des actions de pertinence sur l'amidalectomie. Ces actions de pertinence, elles sont menées par l'ARS du territoire sous-tendu, et elles vont bien sûr répéter
aux acteurs, notamment aux acteurs médecine générale et ORL, les bonnes indications d'amygdalectomie, mais également, hein, et c'est probablement le travail qui manque, un travail à faire auprès des usagers pour bien expliquer aux parents que c'est pas parce qu'il fait une angine de temps en temps qu'il faut forcément lui enlever les amygdales. Donc là aussi, il y a un travail à faire vis-à-vis de la population pour certains types d'actes où voilà, l'amygdalectomie reste très souvent un recours demandé par les parents pour obtenir la réalisation. On peut faire la même chose pour l'appendicectomie. Vous voyez où il y a des endroits où on enlève plus facilement l'appendicite qu'à d'autres endroits. Il y a probablement une part liée à l'isolement et à l'accès, notamment ici, en centre-Auvergne, et à l'accès des établissements de soins. Alors j'aime bien toujours finir par le taux de césarienne, parce que ça c'est toujours relativement intéressant. Vous savez que maintenant les indications de césarienne depuis un bon nombre d'années sont bien définies, sont suivies, sont des choses qui font partie aussi des fois des gold standards des maternités. Pour autant, vous voyez que en 2016, certaines maternités de la petite couronne parisienne, voire de Paris, avait un taux de césarienne relativement élevé. On a tous en tête une ministre de la Justice qui avait accouché et repris son activité très rapidement. Voilà. Ces taux de césarienne, ça s'analyse. Alors on peut trouver des éléments, hein. En Corse, probablement que l'accès aux soins est compliqué, et donc on a probablement un recours à la césarienne plus rapide. Pareil dans les Hautes-Alpes, hein, où on est aussi dans des zones un petit peu plus retirées, tout comme la Lozère. Donc il y a des choses qui s'expliquent. Par contre, la région parisienne, on a du mal à s'expliquer simplement par le fait de l'éloignement. On pourrait mettre en avant éventuellement, notamment pour le 93, ici, hein, Paris, la petite couronne, l'extrême pauvreté de la population dans le 93. Donc voilà un petit peu pour ce type d'atlas qui est quand même relativement intéressant. Il peut vous être fourni, il est disponible sur Internet gratuitement également. Je vais donc reprendre mon petit PowerPoint. Voilà, donc cet atlas, hein, il montre les variations de pratiques médicales en fonction des différents départements. Il montre des écarts, il permet de réfléchir sur ces écarts. Et puis, quand les facteurs amenant ces écarts ne sont pas pertinents, ça permet de travailler sur ces facteurs et de les réduire. Ces atlas, pour l'instant, on en est à 2016. Je ne sais pas si un nouveau va sortir en 2023-2024. Ça s'adresse aux professionnels de santé, ça s'adresse aux usagers. Et je vous ai dit, hein, l'information et la formation des usagers est extrêmement importante sur certains vieux usages, où, notamment je pense à l'amygdalectomie, hein, ou dans les familles, l'amygdalectomie, ça reste encore un traitement quasiment important des enfants dès qu'on a des rhinopharyngites. Reste gravé un petit peu dans la mémoire des familles. Ça s'intéresse aussi aux institutions de santé et à la gouvernance. Hein, ça permet de cibler les actions de pertinence à faire au niveau national ou régional. Et ça permet aussi des recherches pour essayer de comprendre un petit peu ces écarts. Alors en région, donc là je suis resté sur le plan triennal ou l'ONDAM de 2015 à 2017. On en est un petit peu pareil dans le PRN 2018-2022. 4 objectifs liés à ces actions de pertinence. Hein, améliorer la qualité de l'offre hospitalière pour mieux répondre à ces missions. Donc si vous avez un établissement qui
fait par exemple de la chirurgie de varices à outrance non pertinente, il faut peut-être lui expliquer que diminuer son taux de varices mais proposer une offre hospitalière qui est manquante sur le territoire peut être intéressante. L'autre objectif majeur de ce plan en 2015-2017 et qui se poursuit, c'est le virage ambulatoire, hein, et c'est d'avoir les bonnes hospitalisations pour les bons patients et les bons patients qui peuvent aller rester chez eux, les laisser chez eux, hein, et mieux adapter les prises en charge en établissement et en ville, avec un lien établissement-ville relativement fort. Et tout ça, ça fait partie des axes de pertinence qui ont été mis en place. Poursuivre les efforts sur les prix des médicaments, l'adoption des génériques. Donc ça aussi, c'était un grand trait des politiques de santé partout, c'est d'être très générique, hein, afin d'avoir une répercussion là clairement financière, tout en sachant que les génériques ont apportent la même thérapeutique que les médicaments principaux. Le bon usage des soins en ville et à l'hôpital, on rejoint l'ambulatoire, on rejoint la pertinence des journées d'hospitalisation. En région, cette pertinence est pilotée par un comité qui s'appelle l'IRAPS, hein, qui est le comité régional de la pertinence et des soins, qui se réunit de façon relativement aléatoire, qui malheureusement a eu quand même une activité extrêmement réduite du fait des 2 années de Covid, et qui reste sur des objectifs très macroscopiques et très chirurgicaux, puisque pour la région Nord-Pas-de-Calais ou Hauts-de-France, le regard qui est pris, c'est un regard essentiellement sur les interventions liées au canal carpien, la thyroïdectomie et la pertinence des transports sanitaires, qui sont les 3 points majeurs qui sont suivis par l'IRAPS, avec la chirurgie également de varices. Et ce comité détermine un plan d'action, donc pluriannuel, d'amélioration des soins et de la pertinence des soins, comme tous les comités en règle générale. Un autre cadre qui permet de promouvoir la pertinence au niveau national et directement des soignants, c'est le cadre de l'accréditation des médecins. Un certain nombre de médecins qui sont dans des spécialités à risque peuvent suivre un programme d'accréditation. Et dans ce programme d'accréditation, il existe des actions de pertinence à mettre en place. Donc ça promeut la pertinence. Les actions de développement professionnel continu également. Et la certification qui va arriver prochainement pour les médecins obligatoire va aussi être un axe de travail qui va promouvoir la pertinence des soins. En ce qui concerne les établissements sont amenés à faire de la pertinence parce que il y a plusieurs éléments qui vont les y pousser, hein. Il y a le CAQES, hein, le contrat d'amélioration à la qualité et l'efficience des soins. À partir du moment où vous faites de la qualité, de la sécurité et de l'efficience, vous faites ipso facto, vous êtes obligé de faire de la pertinence. C'est le moyen le plus simple d'allier ces 3 éléments, sécurité, qualité, efficience. Il y a le PAPRAPS, hein, qui s'impose à l'établissement. Il y a bien entendu la certification. La nouvelle certification favorise les actions de pertinence. Pas un critère qui est vraiment bien évalué, mais on le retrouve et c'est sous-tendu dans un bon nombre d'autres critères, notamment l'information, le consentement au niveau des patients, la réflexion des équipes sur leur façon de travailler et leurs résultats, hein, qui est une façon de faire de la pertinence, on va dire en retour d'expérience, et l'obligation de culture et de qualité des soins avec un financement associé qui, là, elle aussi, pousse à la pertinence. À partir du moment où vous faites de la sécurité et de la qualité des soins, vous faites forcément des actions de pertinence, même sans le savoir. Hors établissement, d'autres éléments viennent promouvoir la pertinence, hein, les instances, l'ordre, l'URPS, le CNAM, l'ARS, le DPC, les assurances professionnelles maintenant commencent à jouer un énorme rôle dans la pertinence des soins par le biais d'un travail relativement important sur les erreurs, les événements indésirables et la culture qualité, sécurité des soins quand elle est développée, forcément. Elle permet d'améliorer la pertinence.
Voilà, pour donner un exemple, la certification, c'est un levier de la pertinence. Je vous en ai parlé par le chapitre 1, notamment tout ce qui concerne le patient. Voilà par exemple une fiche tirée du manuel de certification, hein, de la nouvelle version. Vous avez clairement évaluation de la culture de pertinence, donc évaluer la capacité d'équipe à s'appuyer sur les expertises, donc je vous ai dit, hein, les connaissances scientifiques, le retour du patient, les préférences, la balance bénéfice-risque, des résultats cliniques pour le patient, de sa satisfaction, de son expérience de la prise en charge. Analyse des résultats cliniques par l'équipe, traduction sur des plans d'amélioration, revue de pertinence, concertation disciplinaire, indicateurs de pratique clinique, mortalité, morbidité, EPP, DPC, IQS, exploitation des bases de données, registres. Donc tous ces éléments qui permettent de regarder ce qu'on fait, de l'analyser, de se dire est-ce qu'on fait finalement, ça sert à quelque chose ou ça ne sert pas. En sachant que tout ce qui ne sert pas en médecine, forcément nuit à un moment ou à un autre. Alors maintenant, on va passer sur la deuxième partie du webinaire. C'est bien beau tout ce que je vous ai raconté, mais dans la pratique, ça correspond à quoi? Alors, ça correspond tout d'abord à un sujet. On fait de la pertinence, on ne fait pas comme M. Jourdain de la prose comme si on en voulait en faire. On va choisir un sujet. Et il faut choisir un sujet qui ait du sens dans la structure dans laquelle on travaille. Vous n'allez pas travailler sur la transfusion si dans votre structure vous ne faites jamais de transfusion. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est surtout intéressant si en plus, dans votre structure, vous savez, par exemple, je vais reprendre le sujet de la transfusion, vous savez qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes pour transfuser, les infirmières ne sont pas toutes au même niveau, les docteurs pareil. Donc il y a un travail à faire. On va prendre par exemple la transfusion. Importance de recommandations explicites et reconnues. Vous ne pouvez pas faire de la pertinence si vous ne pouvez pas vous appuyer sur des choses assez fermes, assez dures. Ayant de la valeur, parce que sinon, vous allez avoir du mal à avoir tous vos petits soignants qui adhèrent. Parce que certains vont dire, oui, mais tu sais ce que tu racontes là, moi j'ai lu autre chose, Donc, il faut qu'il y ait un socle relativement solide. Si on prend par exemple la transfusion, il y a un socle qui est extrêmement solide, avec des tas de recommandations, des tas de pratiques, des tas de manières de faire qui sont bien définies, bien protocolées. Et puis, c'est toujours intéressant de montrer que, en plus, cette pertinence, elle aura un impact qualitatif. Et elle va agir contre la non-pertinence. Alors, j'ai parlé de la transfusion, mais voilà quelques exemples. Pertinence des prescriptions médicamenteuses, examen de biologie, pertinence des actes, prise en charge médicale, chirurgicale, radiologique, diagnostic, interventionnel. Faut-il faire un scanner? Faut-il pas en faire? Et est-ce que l'échographie suffit? Auquel cas, vous évitez tous les risques de rayonnement induit, même s'ils sont relativement faibles et peu probables dans le temps. La pertinence des prestations, modalités d'hospitalisation, parcours de soins, faut-il hospitaliser ce malade? Ne peut-on pas faire tout en extérieur? Y a-t-il un intérêt à l'hospitaliser plutôt que de tout faire en extérieur? Parcours de soins, est-ce que la mise en place d'aide ne va pas permettre justement d'éviter une hospitalisation? Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Si on prend par exemple les prescriptions médicamenteuses, on peut se dire, bon ben voilà, est-ce qu'il est raisonnable alors que mon malade, juste après son anesthésie, je fais tout pour le mettre debout en salle de réveil désormais, je le fais boire, je le fais manger, est-ce qu'il est raisonnable de lui garder une perfusion pour passer du paracétamol? Voilà, c'est une question logique. Est-ce que c'est pertinent? La réponse, elle vient tout de suite. Ben non, c'est pas pertinent. Il peut prendre son paracétamol Péros puisqu'il mange. Donc voilà, vous faites une économie de voies veineuses, vous faites une économie de plastique, vous faites une économie d'un produit qui coûte plus cher en intraveineux
qu'en Péros. Vous faites une économie de risque infectieux lié aux manipulations de la liste, de la ligne. Donc voilà, un exemple. Là, sur la diapositive, je vous ai dit, la transfusion, pour continuer mon fil rouge, hein, si je veux vraiment faire la pertinence, c'est je prescris. OK, mon malade, est-ce qu'il a vraiment besoin de la transfusion? Est-ce que dans mon établissement, j'ai un seuil transfusionnel qui a été déterminé pour tel type de malade? Premier point. Est-ce que cette transfusion, elle est urgente? Pas urgente. Deuxième point. Si elle est urgente, comment je vais la réaliser et est-ce que mon personnel est capable de la réaliser? Si elle n'est pas urgente, dans quel délai je dois la réaliser? À quel endroit je vais la réaliser? Donc il y a un tas de réflexions et un type de pertinence, c'est pas simplement oui, non, je dois transfuser. Il y a tout ce qui découle avec et qu'il faut mettre en place et ne pas oublier dans votre action de pertinence. Voilà. Ce que dit l'HAS dans l'analyse de votre action de pertinence, sa balance bénéfice-risque, la probabilité d'arriver au résultat attendu, la qualité de l'intervention de santé par rapport aux standards, pour la transfusion, c'est vraiment quelque chose d'important. La prise en compte des préférences des patients, ben là, la transfusion, ça commence, est-ce que vous souhaitez ou pas être transfusé? C'est l'information appropriée. Hein. La prise en compte du contexte social, culturel, on peut rajouter également religieux, et de la disponibilité des ressources de santé. Alors, dans les types de pertinence, vous avez pertinence de prestation, modalité d'hospitalisation, parcours de soins. Hein. Tout ça, c'est des pertinences qui sont globales, qui ne sont pas juste sur un acte de soins, voire sur, à l'intérieur d'une prise en charge ou d'un soin tel type, comme je vous l'ai dit par exemple pour le paracétamol. Hein, on peut monter en gamme et faire du parcours de soins. Alors, en pratique, comment vous allez bâtir cette action de pertinence? Donc, je vous ai dit définir la cible. Un acte, un parcours, une bonne occupation des lits. Recueillir les informations ou les normes que vous savez sur cette cible à un instant T. Est-ce qu'il y a des recommandations, des références, des protocoles? Je fais de la comparaison avec d'autres établissements si j'ai pas forcément des données génériques ou que je peux retrouver par les sociétés. Hein, exemple, orthogériatrie, par exemple. Hein, c'est pas mal de se comparer. Qu'est-ce qui a été fait à droite, qu'est-ce qui a été fait à gauche, comment être pertinent, quel patient on met dans la filière, comment on organise cette filière. Est-ce que ce sont les chirurgiens qui descendent voir les malades en gériatrie? Est-ce que ce sont les gériatres qui passent voir les malades en chirurgie? Donc il y a, voilà, toute cette notion de pertinence et établir à un moment donné où on en est par rapport à ce qu'on voudrait être au niveau de la cible. Et là, une fois qu'on a fait son point d'étape, qu'on sait où on en est, on peut rédiger son plan d'action. Par exemple, pour la transfusion, on a un taux de transfusion nocturne très important et que le reste, les indications sont bien posées. On va essentiellement agir sur la pertinence de la transfusion et notamment la pertinence de la transfusion nocturne. Là, on va mettre un plan d'action, on va essayer de comprendre pourquoi on transfuse la nuit. Est-ce que c'est parce que tout simplement la chaîne d'approvisionnement des globules rouges fait que même commandé le matin, les globules rouges arrivent tard le soir? Quelqu'un, il faut travailler sur la chaîne de transfusion. C'est parce que le docteur il fait son tour à 16 h et qu'à 16 h il décide de transfuser. Là, il y a à travailler sur le docteur. Voilà, donc on va aller rechercher un petit peu, pareil pour une EPP, pareil pour toutes les actions qu'on met en place, hein, on est exactement dans le même type, on va aller essayer de corriger les facteurs qui amènent à la non-pertinence. Rédiger ces actions et les faire accepter par l'ensemble du personnel qui va s'y intéresser. Je peux toujours raconter une expérience personnelle. Il y a une dizaine d'années, on a mis en place pour notamment tout ce qui était césarienne, ce qu'on appelle la réhabilitation accélérée, hein, qui est tout simplement une normalité de ce qu'on devrait faire hein, pour ne pas perdre de temps. Et donc, on avait décidé de désonder les parturientes
dès la sortie de la salle de réveil, de les dépiquer, mais on n'avait absolument pas prévenu l'hospitalisation et les soignants d'hospitalisation qui, ipso facto, ressondaient les soignantes à l'arrivée, les parturientes à l'arrivée. Donc, voilà, si on ne fait pas une diffusion large de ce qu'on veut faire et obtenir une adhésion large du personnel, vous pouvez faire tous les plans et toutes les actions de pertinence que vous voulez, vous allez aller dans le mur, ça va être que du papier. Donc il faut bien réfléchir à l'ensemble de la population que vous allez toucher en mettant en place vos actions de pertinence. Toutes les actions de pertinence sont équivalentes et rentrent dans des actions d'EPP. Il n'y a pas de différence pour moi dans la mise en place de ces actions de pertinence. Je m'amuse toujours à faire ce petit travail en webinaire sur, voilà, regarder un petit peu en 2 ans l'évolution de la pertinence du port du masque. En février 2020, il ne sert à rien. Et on en arrive à juillet 2020, tout le monde doit en porter tout le temps. En fait, on ne s'est jamais bien posé les questions, là, dès le départ. Quel était l'intérêt du port du masque? Est-ce qu'il limite réellement la transmission? On a tout vu, on a vu des gens qui ont mis des sopalins. Bon, filtration du masque, qualité du portage, type de renouvellement, et ça continue à l'heure actuelle, puisqu'on prône toujours le port du masque. Mais ces facteurs-là, qualité de filtration, renouvellement, sont un peu oubliés. Je ne suis pas certain qu'un masque porté pendant 12 heures soit égal en termes de filtration qu'un masque qui est porté moins de 4 heures. Pareil, où le porter? Est-ce qu'il faut le porter systématiquement tout le temps, même en plein air, au bord de la plage et sans aucun individu? Ou est-ce que quand on est à distance de personnes, quand on n'est pas en rassemblement, quand on a un renouvellement d'air suffisant, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de porter le masque? C'est des questions sur lesquelles. Troisième question, qui doit le porter? Selon quelle chose? Et puis enfin, une question qui a été majeure, c'est la disponibilité, les moyens et les coûts. C'est une question qui a été majeure au printemps 2020, qui a disparu ensuite. En réalité, il nous manque quand même un facteur majeur, parce que personne n'est capable de dire quelle est la capacité de filtration vis-à-vis du Covid et du virus d'un masque. Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est moins de 100%? Donc on ne sait pas bien, quelque part. Et si vous regardez sur les masques, ça va marquer filtration, mais des microparticules, mais est-ce que réellement ça filtre? Alors, pour en avoir fait l'expérience, pour avoir travaillé en réanimation avec des patients extrêmement cracheurs de Covid, le FFP2, bien porté, filtre très bien. C'est la seule chose que je peux dire. Le reste, j'ai moins de certitude. Donc voilà, je vous ai résumé. En réalité, si vous voulez vraiment être pertinent avec le port du masque jusqu'au bout, il faudrait avoir un port 24/24 avec un renouvellement toutes les 4 heures. Ça, c'est la vraie pertinence. Sauf que porter un masque 24/24, je vous mets au défi de le faire. En résumé, la pertinence, c'est votre cible, c'est là où vous voulez aller. Votre action de pertinence, c'est là où vous voulez aller. Vous avez les référentiels pour vous baser dessus. Vous avez besoin d'un état des lieux pour savoir où vous en êtes. Choisir vos actions qui vont vous permettre d'avancer très vite vers votre pertinence souhaitée. Bien entendu, il va falloir évaluer, parce qu'on ne peut pas faire sans réévaluer. Rechercher les freins, les erreurs. Et des fois même, certains vont dépasser la cible, vont vouloir aller trop loin. Là aussi, il va falloir les ramener et avoir des fois des objectifs qui sont un peu moins ambitieux. Et puis, penser régulièrement à réévaluer parce que ce qui est acquis à un moment n'est pas forcément acquis 6 mois plus tard. Alors, pour vous donner un exemple, parce que tout le monde parle de la revue de pertinence, c'est une méthode d'analyse, c'est un outil, mais derrière, il y a toute une déclinaison du plan d'action, du référentiel sur lequel on s'appuie, de la mise en place d'actions, des indicateurs à suivre. Donc la revue de pertinence, c'est un outil pour aller vers la pertinence. Ce que donne régulièrement l'HAS dans la revue de pertinence, c'est la pertinence des hospitalisations, qui est montrée ici.
hein, dans le guide HAS 2004. On regarde si le patient qui est admis en hospitalisation, c'est une admission en journée, est-ce que c'est pertinent? Oui, bah, c'est tout, ça s'arrête là. Si c'est pas pertinent, on va regarder pour quelles raisons il est resté à l'hôpital. Est-ce que c'était des examens complémentaires? Est-ce que c'était un traitement? Auquel cas, si c'était un traitement, est-ce qu'il était uniquement faisable à l'hôpital ou est-ce qu'il était faisable en ville? Est-ce que c'était un avis diagnostique? Idem. Est-ce que c'était un avis dont on n'avait qu'une expertise hospitalière? Ou est-ce qu'une expertise en ville était possible? Enfin bref, voilà un petit peu le mode de revue de pertinence. Et puis, vous pouvez très bien le faire pour vos hospitalisations et voir un petit peu où se positionne votre établissement et quelles sont les actions à mener. Si par exemple, vous vous rendez compte qu'un bon nombre de patients viennent simplement pour faire des examens complémentaires, voilà, vous pouvez travailler dessus, peut-être mettre en place un hôpital de jour pour éviter une hospitalisation complète, peut-être expliquer aux patients qu'il est possibilité de réaliser ces bilans dans un cadre totalement libéral en ville, voilà. Faire des liens éventuellement avec la ville. Voilà quelques actions de pertinence qu'on retrouve un petit peu partout, qui sont relativement fréquentes. Bon, en gériatrie, le traitement des infections urinaires et notamment éviter de traiter les bactéries qu'on trouve sur les sondes dans les patients sondés. Donc ça, c'est un travail qui avait été fait par la SRA de Bretagne pour essayer de convaincre l'ensemble des services de gériatrie du territoire de Bretagne de ne plus réaliser de bactériurie, donc de CBU sur les patients sondés, quand il n'y avait pas de signes urinaires. Le même SRA de Bretagne a fait un travail sur l'existence ou non de neuroleptiques chez les patients gériatriques, en sachant que les neuroleptiques n'ont aucune indication chez les patients gériatriques qui n'ont pas de psychose hallucinogène. Or, on sait très bien qu'un bon nombre de patients gériatriques ont des neuroleptiques sans psychose. Ces neuroleptiques ont des effets secondaires relativement importants puisqu'ils entraînent une maladie de Parkinson-like, ils peuvent entraîner des chutes. Et donc, le fait de travailler avec les gériatres sur la pertinence de prescription des neuroleptiques permettra ipso facto de limiter les chutes, de limiter les aggravations de syndrome de Parkinson et tous les effets complémentaires et collatéraux des neuroleptiques. En anesthésie et réanimation, c'est un sujet qu'on connaît bien, c'est un sujet qui existe depuis 40 ans, c'est la pertinence du bilan préopératoire. Très souvent, et encore maintenant, quel que soit le type d'intervention, certains anesthésistes réanimateurs sont très frileux et demandent un bilan de coagulation sans tenir compte de la nécessité de ce bilan ou non, réellement. Ou un groupe sanguin alors que l'intervention que va subir le patient, en règle générale, aucun patient n'a été transfusé pour ce type d'intervention. Mais néanmoins, on demande un groupe sanguin. Donc il y a un énorme travail en anesthésie-réanimation depuis maintenant une dizaine d'années pour standardiser les bilans préopératoires et éviter les bilans préopératoires en excès. En sachant que là aussi, la caisse primaire d'assurance maladie a une action un peu répressive sur les établissements en regardant les bilans préopératoires et en ciblant, grâce à la TIH, les patients qui ont des bilans préopératoires trop importants en fonction de la pathologie pour laquelle ils sont traités. Donc il y a un retour, il y a un indicateur de la CNAM qui est donné à l'ensemble des responsables de services d'anesthésie. Pareil en anesthésie-réanimation, il y a une pertinence de l'antibioprophylaxie. La pertinence, elle porte sur le fait de devoir ou ne pas devoir mettre des antibiotiques avant une intervention, et puis aussi sur le type de la molécule, le moment à laquelle on met la molécule et la quantité de molécules qu'on met. Donc il y a vraiment une vraie pertinence qui joue à la fois sur faire ou ne pas faire, mais également sur la manière de réaliser l'antibioprophylaxie. Donc la pertinence, c'est quelque chose de relativement large. Hein. On fait ou on ne fait pas, et comment on le fait. La pertinence de la manière de le faire est importante aussi. Les infections post-opératoires, c'est la pertinence de la préparation cutanée, hein, est-elle bien réalisée.
Les thérapeutiques IV ou Péros, je vous en ai parlé pour le paracétamol. Et très souvent, vous pouvez faire des actions de pertinence qui ne sont pas compliquées du tout. Hein, notamment, par exemple, l'arrêt des perfusions IV. C'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, qu'est-ce qui va faire que votre action va fonctionner? Ben, une action de pertinence qui fonctionne, c'est une action qui va avoir un impact, qui a du sens, qui touche un bon nombre de patients et qui arrive à convaincre les acteurs. Et vraiment, pour réussir une action de pertinence, quand vous voulez la mettre en place, ça prend un petit peu de temps pour aller voir l'ensemble des acteurs qui vont intervenir, ne pas oublier, comme je vous ai raconté ma petite histoire de césarienne, ne pas oublier l'hospitalisation, expliquer, convaincre, être présent parce que forcément, il y a des moments où ça va un peu patiner pour corriger les choses et trouver aussi des personnes qui vont être contre votre action de pertinence pour pouvoir les convaincre eux aussi, ou du moins leur demander de ne pas bloquer le système. Avoir une organisation revue et optimisée, mais ça c'est normal, et une relecture, hein, je vous ai dit, la pertinence c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Être vraiment un pilote efficace et motivant, donc il faut trouver des gens motivés qui se disent « moi j'ai envie qu'on y arrive ». Avoir des indicateurs pour savoir où on va, où on en est, est-ce que l'action est mise en place, est-ce que ça a bougé, est-ce que ça bouge pas, et si ça bouge pas, ben rechercher pourquoi ça bouge pas, qu'est-ce qui coince. Est-ce que par exemple vous voulez faire de l'épargne sanguine chez les patients avant un type d'intervention, ben, si vous n'avez pas un bilan ferrique qui vous arrive ou un laboratoire qui vous le fait convenablement, ça peut être un facteur limitant. Donc allez chercher les facteurs limitants ou à disposition les ordonnances pour que les docteurs n'aient pas à chercher les ordonnances, pour que les choses se fassent le plus facilement possible. Tous ces éléments-là sont des éléments qui vont vous permettre d'aboutir ou non dans votre action de pertinence. Bien sûr, quand vous mettez en place des actions de pertinence, notamment dans un établissement, vous n'êtes pas seul. Il y a des structures qui peuvent vous aider. Et si on parle de la douleur, vous avez le CLUT. Si vous voulez faire de l'amélioration de la nutrition de vos patients en établissement, vous avez un comité qui s'appelle le CLAN. Si vous voulez faire des actions de pertinence sur tout ce qui est hygiène, antibiotiques, antibioprophylaxie, vous avez le CLIN. Vous avez le COMEDIMS aussi, qui est capable, lui, de décider ou non si tel dispositif, tel médicament est pertinent et comment l'utiliser d'une manière pertinente, ou la commission du matériel. Donc, il y a plein d'outils qui permettent de faire de la pertinence, à la fois au sein des pôles, des services, des équipes. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut communiquer ces résultats, mais attention, il faut les communiquer intelligemment, il faut les communiquer dans un sens où c'est améliorer la sécurité et la qualité du patient, et non pas que ça puisse être mal interprété en disant « ouais, bah, de toute façon, c'était pour gagner de l'argent ». Voilà, du temps ou de la ressource. Donc il faut faire attention quand on communique sur ces résultats de pertinence, toujours bien les mettre en regard d'une action de sécurité, qualité des soins et d'amélioration du patient. Et non, même si, et ne pas nier, si ça a pu permettre de faire une épargne financière, ne pas la nier, mais d'abord mettre en avant la sécurité et la qualité des soins. Enfin, et pour finir, vous ne pourrez pas faire de la pertinence sans sécurité des soins, sans qualité, sans une médecine de l'individu et de son environnement, sans planification, sans esprit de groupe, sans soutien de l'institution, pas possible non plus. Et faire de la pertinence, c'est pas faire des économies, mais c'est utiliser au mieux ces économies. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions? Je vais enlever le partage. Alors, il n'y a pas eu de questions dans le chat.
Donc tout est clair pour tout le monde alors. Bon, bah, si c'est comme ça. Apparemment. Non, je pense que la notion de pertinence, c'est quelque chose qu'on fait tous un peu naturellement, peut-être des fois de façon désordonnée, et des fois on passe à côté d'actions de pertinence qui sont relativement simples et extrêmement utiles. Donc le but de ce webinaire, c'était de faire un petit peu le tour de tout ça, de se rendre compte que c'est pas très très compliqué entre guillemets à trouver en termes d'action de pertinence, que ça peut être des fois un petit peu compliqué à être mis en place, que c'est une volonté d'équipe et d'institution, clairement, voilà. Mais s'il y a une démarche qualité sécurité des soins, la démarche pertinence, elle va arriver toute seule derrière, et elle arrive déjà, elle y est déjà de toute façon. Voilà. Je ne sais pas si tu vois le commentaire de Madame Venant. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bon. Et je vous souhaite un bon après-midi aussi. Bon Voilà. après-midi. Du coup, je vous enverrai le replay par mail. Le replay de la formation avec les supports. C'est l'Atlas. C'est les 3 éléments importants du webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous.